Cette semaine dans le tram, une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler de la mobilité du quotidien, on va parler de la mobilité sur le long terme, sur le très long terme, parce qu'il faut savoir qu'il y a de plus en plus de Bruxellois, mais à côté de ça, il y a beaucoup de Bruxellois qui quittent la capitale et qui vont s'installer notamment en périphérie. C'est ce qu'on appelle l'exode urbain. Alors, il y a beaucoup de villes belges qui sont concernées, Bruxelles tout particulièrement, et le problème, c'est que parmi les gens qui quittent, ce sont aussi les plus riches. Donc, structurellement, la région s'appauvrit. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est un véritable problème structurel? Et si oui, quelles sont les pistes et les solutions? On en parle tout de suite dans le tram. On en parle juste après ça. Générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram, très heureux de vous retrouver. Alors, il y a de plus en plus de Bruxellois en 2025, ils sont 1 250 000, mais il y a aussi beaucoup de Bruxellois qui quittent la capitale. Qui sont-ils, qui sont-elles? Bonjour Siminaes, vous êtes analyste à l'IPSA, l'Institut bruxellois de statistique. Bienvenue, merci d'être avec nous. Quel était le but de cette étude que vous avez publiée il y a quelques mois? Où les Bruxellois achètent-ils un logement et quels sont leurs profils? C'était quoi le but de cette étude? Alors l'objectif de cette étude, c'était d'obtenir en fait une image des acheteuses et des acheteurs bruxellois qui achètent un bien immobilier dans le but de l'occuper. Et donc on s'est intéressé à la fois au profil de ces acheteurs, donc qui sont-ils, mais aussi au choix en matière de destination, que ce soit en région de Bruxelles-Capitale ou en dehors. Et c'est important de préciser qu'on étudie ici alors une partie seulement des mouvements résidentiels, ceux qui sont liés à l'achat d'un bien immobilier. C'est une étude qui a été menée sur combien de temps? Alors la période couvre 2011 à 2022 inclus, mais on a étudié l'ensemble des transactions immobilières qui ont été effectuées au cours de cette période. Donc on n'a pas suivi l'évolution des profils ou des choix de destination, tout simplement pour une question d'échantillon et d'avoir suffisamment de données que pour pouvoir réaliser les analyses. Et alors avant de rentrer dans les chiffres qui nous intéressent directement, quel est le profil des acheteurs bruxellois, des Bruxellois qui achètent un bien immobilier? Alors il y a deux catégories d'acheteurs. Il y a tout d'abord les acheteurs solo et puis les acheteurs duo qu'on peut associer à des couples. On les a analysés séparément parce qu'ils ont des comportements d'achat différents. Et 2/3 des achats sont réalisés par des couples, quelle que soit la destination. Alors les acheteurs qui achètent donc en couple ont généralement entre 30 et 44 ans, donc une période qui est souvent associée à l'agrandissement familial, qui est également associée à la stabilité professionnelle. Ouais. Ils ont des revenus élevés à très élevés. Souvent, ils ont des enfants pour 2/3 d'entre eux. Et ils achètent plutôt des maisons. À l'inverse, les acheteurs seuls, eux, ont plutôt tendance à avoir des revenus très élevés, à être plus âgés. On a une surreprésentation aussi de femmes et ils achètent davantage des appartements. Venons-en à notre thématique, l'exode. Selon les chiffres que vous avez collectés, 6 acheteurs bruxellois sur 10 restent à Bruxelles. C'est ça, donc on parle plutôt en achat, donc c'est 6 achats sur 10 qui se font en région de Bruxelles-Capitale. Donc effectivement, la région bruxelloise reste la destination privilégiée des acheteurs bruxellois. Ça veut quand même dire que 4 achats sur 10 se font en dehors de Bruxelles, c'est quand même assez important. Alors, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est peu? Voilà, à l'IPSA, on est plutôt dans une démarche où on a pour objectif d'objectiver des phénomènes, des enjeux socio-économiques. Et c'est ce qu'on a fait ici à travers notamment cette idée d'exode urbain. C'est pas vraiment notre rôle de se positionner par rapport à ces chiffres, c'est plutôt le rôle des politiques, selon leur stratégie, leur vision sur le moyen long terme. Ce qu'on peut dire, c'est que ces 6 achats sur 10 qui se font en région bruxelloise, ça nuance l'idée traditionnellement véhiculée d'un exode massif des Bruxellois. Quelles sont les différences entre les acheteurs solo et les acheteurs en couple, justement, dont on parlait tout à l'heure? Alors, concernant les destinations, un couple sur 2 achète en région bruxelloise. Par contre, 3 acheteurs solo sur 4 restent en région bruxelloise. Donc, ils sont plus nombreux, ces acheteurs seuls, à rester en région bruxelloise, mais proportionnellement, ils sont moins nombreux que les couples. Ceux qui restent à Bruxelles, on sait où est-ce qu'ils achètent, dans quel quartier? Alors tout à fait, donc il y a une zone en particulier qui est plébiscitée, c'est la seconde couronne.
En particulier, donc il y a 72% des achats qui se font en seconde couronne. Alors c'est pas pour autant que les quartiers centraux n'attirent pas, hein. Ça attire en particulier les couples sans enfants qui sont actifs, ou alors les solos toujours actifs, qui sont plutôt jeunes ou qui ont des revenus élevés. Ceux qui sont plus enclins à quitter Bruxelles, c'est ce qu'on appelle les couples mixtes, avec un couple qui vient de la région bruxelloise, une personne qui vient de la région bruxelloise et une personne qui ne vient pas de la région bruxelloise, évidemment. Alors effectivement, parmi les acheteurs, il y a 10% des transactions qui sont effectuées par des couples mixtes. Donc un Bruxellois qui achète avec un partenaire d'une autre région, et ces couples ont effectivement tendance à davantage quitter la région. Ceux qui quittent, la grande majorité reste dans une zone à proximité de Bruxelles. C'est ça, ils ne vont pas très loin. En fait, ils restent dans la grande périphérie bruxelloise, hein, donc dans la zone d'influence bruxelloise. Donc on voit que c'est un exode, mais tout en restant à proximité de Bruxelles, dans sa périphérie, on peut déduire. Tout à fait. Avec toutes ces données, on peut savoir pourquoi est-ce que les gens quittent? On peut déduire ça? Je sais que ce n'est pas le rôle de l'IPSA. Alors on n'a pas étudié les motivations derrière, mais il découle de l'analyse qu'une des premières motivations, c'est notamment la région du partenaire en question. On n'a pas étudié spécialement, donc comme je disais, les motivations, on s'est surtout intéressé au profil et au choix de destination. Les jeunes qui entrent dans la vie active, et ils arrivent de temps en temps des autres régions vers Bruxelles. Est-ce que vous avez analysé, est-ce qu'il y a des chiffres qui attestent un petit peu de ces flux? Alors, il n'y a pas d'étude à ma connaissance, mais ça peut être un sujet pour une prochaine étude pour pouvoir quantifier le phénomène en question. Merci Simi Neis d'avoir apporté ces précisions. Merci bien à vous, et on va un petit peu se tourner vers les causes et les conséquences de cet exode à Bruxelles. Les conséquences de cet exode à Bruxelles, Vincent Vandenberg, vous êtes prof d'économie à l'UCL Louvain. Vous venez de publier une étude justement sur l'exode, son impact un petit peu socio-économique. Avant de venir à tout ça, juste un petit rappel historique. Dans votre étude, vous matérialisez cet exode dès les années 70. Hein. Oui, on capte l'existence de cet exode ou changement de profil de population à Bruxelles à travers l'évolution du revenu par habitant à Bruxelles, notamment le revenu taxable. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que vraisemblablement que l'exode des populations dont le revenu est plus élevé vers la périphérie a commencé aux environs des années 50, et on capte, avec les données qu'on a analysées, on capte la chose pour sûr, si je peux dire, à partir de 1970. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui change à Bruxelles? Ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas de diminution de niveau de la population dans les grandes villes belges, notamment à Bruxelles. Ce que l'on observe, c'est que le revenu de ces populations relativement à ce qui se passe en périphérie change. En fait, ce revenu commence à décrocher à partir des années 70, alors qu'il était relativement plus élevé, voire significativement plus élevé en 1977. Au bout de 50 ans, aujourd'hui, on voit qu'à Bruxelles, le revenu des gens domiciliés dans la région bruxelloise est maintenant à peu près 25% plus faible que celui des gens qui sont domiciliés en périphérie. Et c'est une tendance qu'on observe dans toutes les grandes villes belges. C'est une question d'industrialisation. C'est plus en Belgique et à Bruxelles que dans le reste de la Belgique et de l'Europe? Alors, c'est un phénomène qu'on observe beaucoup moins ailleurs en Europe. Ailleurs en Europe ou en Amérique du Nord, généralement les grandes villes, les grands centres-villes restent relativement plus prospères que leur périphérie ou que le reste du pays. Donc on est face à une exception belge. Alors vous amenez la question des causes. Pour quelle raison? Bon, alors il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Mais s'agissant de Bruxelles, je vais en évoquer une qu'on a pu étudier un peu plus. C'est qu'en fait Bruxelles, en très longue période, continue de souffrir du fait qu'historiquement ça a été une ville très industrielle. Et en fait, tant que cette ville avait son industrie qui fonctionnait, qui tournait à plein, en termes de revenus par habitant, les choses étaient plutôt favorables. Et le grand basculement, ça a été la fin de l'industrie, le début de la fin de l'industrie. On a perdu du revenu à Bruxelles, et les gens qui historiquement tiraient leurs revenus ont été remplacés par des populations plus pauvres, en partie des populations issues de l'immigration, qui se sont concentrées à Bruxelles et qui, en termes de localisation, sont plutôt allés s'installer dans les anciens quartiers ouvriers. À la suite de ça, il y a la réalité institutionnelle. Fin des années 80, Bruxelles devient une région. Ça amplifie encore le phénomène. Alors, probablement que le fait qu'on ait basculé vers un pays décentralisé, régionalisé,
n'a pas aidé la capitale historique. Maintenant, vous amenez à la question institutionnelle. Un des enjeux, je dirais économico-institutionnels de cette érosion du revenu en termes relatifs à Bruxelles, c'est que dans un cadre régionalisé, Bruxelles est censé s'autofinancer. Et donc l'évolution du revenu taxable, du revenu des gens domiciliés à Bruxelles relativement à ce qui se passe ailleurs, c'est quelque chose d'inquiétant pour, je dirais, la trajectoire à long terme de cette région. Est sans appel, c'est un appauvrissement structurel. Oui, la question qui se pose, c'est est-ce que si Bruxelles, disons, continue à s'appauvrir relativement au reste du pays, et notamment sa périphérie, mais qui se trouve soit en Wallonie, soit en Flandre, est-ce que cette ville va pouvoir marcher sur ses deux jambes ou est-ce qu'elle risque de s'installer dans une situation de dépendance économique, de dépendance fiscale par rapport aux autres régions du pays ou par rapport au gouvernement fédéral? Économiquement, c'est une aberration, cette régionalisation? Historiquement, probablement pas, parce qu'au moment où on a démarré la régionalisation en Belgique, il se trouve que Bruxelles était encore la région la plus riche du royaume. Mais en fait, l'évolution de ces 50 dernières années remet en question ces choix qui ont été faits à l'origine. Espérer qu'une région-ville, comme l'est la région bruxelloise, puisse fonctionner dans un cadre régionalisé, très décentralisé, c'est bien si la région-ville en question est l'équivalent de Londres ou de Singapour. Mais si ça devient une région relativement pauvre, on rentre dans un cercle vicieux. Là, on peut s'inquiéter de quelque chose qui peut être problématique. Ça va être de plus en plus compliqué d'obtenir que cette région puisse avoir des budgets à l'équilibre, ce genre de choses, puisse financer ses infrastructures, y compris le genre d'infrastructures qu'on utilise ce soir, les trams, les bus. Qui sont aussi par ailleurs énormément utilisés par des gens qui viennent de la périphérie. Oui, mais il y a énormément de gens qui vivent à Bruxelles. En plus des gens qui viennent de la périphérie. Donc vous avez en plus, si vous voulez, le problème de comment on finance l'infrastructure qui en bonne partie est utilisée par les gens qui vivent en périphérie, comme dans toute grande ville, si vous voulez. Vincent, je parle à l'économiste que vous êtes. Quelles sont les pistes alors pour les solutions éventuelles? S'il s'agit d'avoir un effet sur la distribution du revenu entre centre et périphérie, on peut agir au niveau de la périphérie en essayant de bloquer la concentration du revenu moyen et élevé en périphérie. On pourrait avoir des règles en matière de construction, parce que c'est une des choses qui a alimenté le succès de la périphérie, c'est que beaucoup de gens ont pu assez facilement s'y installer et construire des 4 façades. L'appel de la 4 façades, c'est celui-là. Toute mesure éventuellement motivée par des considérations et logiques qui sont très pertinentes à mon avis, qui viseraient à rendre la construction de 4 façades beaucoup plus compliquée, beaucoup plus coûteux. La Flandre ne sera pas d'accord de cette mesure. Politiquement, c'est on touche là à quelque chose qui est extraordinairement compliqué. Il y a des intérêts énormes. Ouais. L'industrie immobilière dans ce pays fonctionne en bonne partie encore toujours aujourd'hui sur l'idée qu'on va pouvoir vendre ou construire les 4 façades. Donc, mais si vous voulez sérieusement freiner l'expansion et disons le succès en termes de revenus de la périphérie, des mesures pour restreindre la possibilité de construire et la possibilité d'utiliser la voiture individuelle, qui sont quand même les 2 choses qui ont fait le succès de la périphérie ces 50 dernières années. Donc ça, c'est un premier type de mesure. L'autre type de mesure qu'on peut imaginer, c'est des politiques extrêmement audacieuses pour essayer d'offrir, par exemple à Bruxelles, une qualité d'environnement, une qualité d'infrastructure publique, culturelle, éducationnelle qu'on ne trouverait pas en périphérie. On pourrait par exemple imaginer d'avoir des écoles à Bruxelles, bilingues ou trilingues, à condition de vivre à Bruxelles. Restaurer l'attractivité de Bruxelles pour les familles qui sont amenées justement à la quitter. Oui, pour au fond essayer de contrer la tendance qui s'est installée au cours de 50 dernières années, où les gens à revenus moyens et même les populations issues de l'immigration qui commencent à s'enrichir et qui ont ce réflexe typiquement belge qui est de dire maintenant j'ai droit à ma 4 façades. Et le cadre de vie que je dois à mes enfants, c'est plutôt un cadre de vie type 4 façades. Cela dit, on arrive aussi tout doucement en phase de saturation. Quand on regarde bien, on arrive en stade de saturation, dans la périphérie. Donc l'idée qu'on va pouvoir continuer indéfiniment à construire des 4 façades en périphérie est compromise si vous regardez bien la situation. Merci pour ces pistes de solutions très économiques qui seront difficiles à faire passer ou à faire entendre même d'un point de vue politique. Merci à vous Vincent Van den Berg pour ces précisions. Merci à vous toutes, à vous tous de nous avoir suivis. Je vais y arriver. Excellente soirée à vous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram. Excellente soirée.